Maintenant, je voudrais quand même aborder d'un peu plus près ce qui me poursuit aussi depuis le début et qui est quand même très présent dans tout ce que je vous ai dit, c'est le rapport à l'écriture, évidemment. J'en viens. Je viens d'une formation de lettres, mais d'une formation de lettres où on vous spécifie bien dès le début que ce n'est pas un lieu où on devient écrivain. C'est très intéressant. C'est exactement comme les étudiants qui débarquent en biologie et à qui on dit si vous aimez les animaux, vous pouvez sortir tout de suite. Donc, on se trouve un peu dans une sorte de dispositif contre-intuitif, parce que quand on vient du secondaire et qu'on se dirige vers la littérature ou la philosophie, quand même, on a quelque part dans la tête l'idée qu'on pourrait bien écrire soi-même quelque chose. Et là, non, pas du tout. Ce sont des disciplines extrêmement austères, d'analyse, de transformation, d'évolution, en tout cas dans tout ce qui concerne la philologie, puisqu'en Belgique, la philologie et la littérature restent conjointes. Donc on a une moitié des études consacrées à la philologie, à l'étude de la langue, une moitié consacrée au texte. Et on peut à ce moment-là s'orienter soit vers des textes contemporains, soit vers des textes médiévaux. C'est vraiment là une question de choix. En l'occurrence, moi je m'étais tournée plutôt vers le contemporain. Mais sortant de Romane, j'avais hâte d'aller ailleurs. Celui qui allait devenir mon patron de thèse était aussi à ce moment-là en Romane. Il faut dire que la Romane a eu tous ces francs-tireurs qui ont quitté assez massivement le département pour constituer le département de communication, mais qui était un département qui faisait tout sauf de la communication d'entreprise, mais qui posait à l'époque vraiment les questions fondamentales de communication. Comment est-ce qu'on communique, avec en fin de parcours des gens qui s'orientaient vers le journalisme, des gens qui s'orientaient vers le cinéma, et des gens qui s'orientaient vers l'anthropologie. Et les trois orientations cohabitaient assez bien. Et à l'époque, l'anthropologie était très peuplée. Nous avons eu jusqu'à 50 étudiants en terminale à la fois, alors qu'il y avait assez peu de personnel finalement pour gérer ces étudiants-là. Donc, je me retrouve en communication et surtout avec l'envie de faire plus d'anthropologie. Et donc, je demande à mon directeur de thèse de me donner des lectures. Il est lui-même un moderniste, un spécialiste de l'âge classique, mais un africaniste et un ethnologue de terrain. Donc, grâce à ça, je commence à accumuler des lectures et des éléments de formation. Et puis, je commence aussi à travailler entre deux chaises, quoi, ce que j'ai toujours fait, à la fois du littéraire, du textuel, et puis du terrain davantage. J'estimais que l'un n'était pas du tout exclusif de l'autre, et je serais tentée de dire, un peu comme une historienne qui nous intéresse maintenant beaucoup, qui intéresse une jeune femme qui travaille avec nous, qui s'appelle Amandine Servet, elle s'intéresse à Arlette Farge. Et Arlette Farge, vraiment, c'est l'historienne qui fait de l'ethnologie du 18e. Elle travaille avec les archives criminelles et aussi de manière extrêmement sensorielle dans son rapport au parchemin, aux manuscrits et à la peinture des petites gens qu'on commence à voir apparaître à cette époque. Enfin, elle est fort dans l'émotion, au moins autant que dans la rigueur. Elle a travaillé avec Foucault. Enfin, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment quelqu'un de tout à fait intéressant et qui fait de l'histoire sensible. Et donc, à l'époque, je m'intéresse à l'histoire sensible, évidemment, aux questions, bien sûr, qui entourent les enfants sauvages et la question de la narration, puisque on est là en plein dans la narration. Qu'est-ce qui sort comme cognition d'une opération qui, a priori, n'est pas cognitive ? Et puis, je continue toujours à m'intéresser au littéraire pur, Beckett, Borges, Eco, avec des gens qui chaque fois mettent la langue en tension, en péril, puisque Beckett écrit en français et en anglais, mais de manière alternative, de telle sorte que la routine d'une des deux langues ne lui permette jamais d'être tranquille avec les mots qu'il utilise. Autrement dit, le peu de mots, parce que finalement Beckett est un économe absolu dans le langage, le peu de mots qu'il utilise, il les utilise de façon tout à fait soupesée, en étant absolument sûr de ce qu'il dit. Et généralement, il est mal avec les traductions qu'on fait de lui,
sauf quand c'est lui-même qui les fait, et encore. Et encore. Donc un peu comme si l'esprit d'une langue n'était jamais réductible à celui d'une autre. D'une certaine façon, Borges aussi. On sent que Borges est à l'étroit dans le langage et dans les mondes. Il a tendance à en inventer, il les empile. Lui aussi, son rapport à la langue est très particulier puisqu'il parle anglais avant de parler une langue latine, alors qu'il est argentin. Enfin, c'est assez surprenant. Il s'installera en Espagne assez tard dans sa vie, finalement. Et donc, il manipule toutes les langues qu'il manipule, et il y en a beaucoup, avec beaucoup de finesse et beaucoup d'habileté. Et je crois que sur ce point, il a pas mal de points communs avec Beckett. Et enfin, Eco, qui pose quand même la question fondamentale des signes, mais qui, dans Le Nom de la rose, bascule du côté de la narration plutôt que du côté scientifique, parce qu'il pense que c'est plus efficace, la narration, pour faire passer des choses. Et là, on est très près de préoccupations tout à fait contemporaines. J'ai récemment eu la chance de collaborer avec Isabelle Stengers et avec toute une équipe qui avait réalisé à Cerisy un colloque intitulé Le geste spéculatif. Et Isabelle Stengers m'avait demandé, avec Bénédicte Dissouni et Fabrizio Terranova, donc une sociologue et un cinéaste, on était déjà une équipe très hétérogène, elle nous avait demandé d'animer tous les après-midi du colloque, donc une semaine d'animation, autour d'un atelier intitulé Narration spéculative. Alors il y avait 4 ateliers, narration spéculative n'en était qu'un des 4. Et nous avons eu le bonheur, le privilège et le grand risque d'avoir dans notre atelier à la fois Vinciane Després, mais aussi Donna Haraway, qui a décidé que ça l'intéressait. Et donc, par la suite, une publication est sortie de cet atelier, et puis maintenant un film. Fabrizio Terranova vient de terminer un film avec Donna Haraway sur elle et sur ses techniques d'écriture et sur l'importance de la narration comme terrain de sauvetage, de potentialité pour un futur qui est quand même méchamment menacé. Elle est très pessimiste, évidemment, comme biologiste et comme femme engagée aussi pour les femmes, mais aussi pour la politique en général des vivants. Parce que Haraway, c'est pas seulement les humains. On sait au moins depuis le Dog Manifesto, mais encore plus depuis Spacious Meat, qu'elle est très intéressée par les autres vivants. Et là, spéculer sur le devenir des vivants avec les humains, ça l'intéressait fort. Et c'est ce qui est finalement sorti de cet atelier. Mais c'était un atelier vraiment d'exercice d'écriture. On a demandé aux participants de se mettre une contrainte qui était une contrainte assez New Age finalement, assez années 70. Imaginez, vous allez rencontrer un de vos descendants ou une de vos descendantes dans 5 générations. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce qu'elle vous dit de ce que le monde est devenu? Qu'est-ce que c'est que ce dialogue entre ancêtres et héritiers, avec un temps très restreint pour construire le récit? Donc on était vraiment... ça faisait 15-20 minutes de disponible pour faire ça. C'est dur. C'est dur. Et puis alors, on a confronté les différents récits. On les a donnés à lire en donnant comme consigne une interdiction de parole à ceux qui les avaient produits, mais pleine parole à ceux qui ne les avaient pas vus venir. Et puis, en croisant les choses, c'est devenu tout à fait intéressant. Et maintenant, un des récits qui a été produit et qui a été produit notamment avec Donna Haraway est en train d'intégrer pleinement son œuvre. C'est très curieux. Le personnage qui est né à Cerisy, qui est un personnage qui s'appelle Camille, délibérément un nom ni fille ni garçon. C'était tout à fait décidé. Camille a débarqué aux États-Unis avec Donna Haraway. Les amis de Donna Haraway se sont emparés du personnage. On a ajouté des choses, on en a critiqué d'autres. Et c'est en train de proliférer d'une manière qui est particulièrement joyeuse et qui, effectivement, soulève la question du récit. Qu'est-ce que ça apporte, un récit? Elle est elle-même, comme Stengers, extrêmement friande des récits de science-fiction, avec
précisément, leur portée politique dans la science-fiction anglo-saxonne, ça a l'air d'être beaucoup plus sérieux que chez nous, où finalement, en Belgique, c'est plutôt les récits fantastiques qui sont comme ça très réussis. Mais là, c'est les récits de science-fiction, hein, c'est vraiment très, très intéressant. Et donc, là aussi, la question de la langue m'accompagne jusque vraiment maintenant. Et entre-temps, elle s'est posée en d'autres termes, notamment, bien sûr, à travers l'approche des écrivains que j'ai signalé tout à l'heure, mais aussi à travers l'analyse du travail de Simenon. Parce que Liège et Simenon, c'est presque inséparable, pour notre malheur. Et donc, j'ai été amenée à travailler sur Simenon pour un colloque qui se déroulait à Dakar. Et alors là, ce qui était intéressant, c'était de mettre en vis-à-vis les écrits de Simenon contemporains de sa période africaine et ses photographies, puisqu'il a fait des photographies. Mais ces photographies sont très ethnologiques, au mauvais sens du terme, donc très criminalistiques. Et on retrouve ces traits-là aussi dans l'écriture. Donc en fait, en parlant de Simenon, c'était une enquête idéologique aussi que je menais sur la manière d'utiliser l'écriture et ce que ça révélait de l'arrière-pensée de la personne qui le faisait. Or, on essaie évidemment à l'heure actuelle, où Simenon est en Pléiade, il est bien blanchi, quoi. On l'a bien nettoyé. On enlève tous les traits de sa personnalité qui pourraient, à la période de la guerre, à la période coloniale. Tout ça est redevenu politiquement correct. Mais ce qui m'intéressait, c'était pour Dakar, précisément, de sortir l'autre aspect. Et à ma grande stupéfaction, mes collègues sénégalais étaient les premiers stupéfaits. Ils étaient beaucoup plus politiquement corrects avec Simenon que nous ne l'étions. Nous étions beaucoup, l'équipe qui venait de Liège était beaucoup plus dure avec l'auteur que même ne l'était. Et du coup, toujours partant dans mon cheminement, pensant au peuple aborigène qui était largement dans l'oralité, qui avait été contraint aussi à l'écriture dans les pensionnats, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai poursuivi ma réflexion en me demandant, mais quel est le rapport de l'écriture ethnographique avec le terrain? C'était quand même une question qui avait été très soulevée par le modernisme et le postmodernisme. Bon, il n'y avait rien de miraculeux là-dedans. J'ai d'ailleurs redécouvert que quelqu'un comme Guerre, c'était finalement beaucoup moins fumeux qu'on ne l'avait dit. Enfin, on déforme très fort, comme souvent, la pensée qui avait pu être la sienne. Et donc, je me suis demandé, en tant que personne qui écrit, si je dois écrire mon terrain, comment je fais pour rendre compte de l'expérience sensorielle, aussi du bouleversement sensoriel que constitue un terrain, qu'on le fasse dans le grand froid ou dans la chaleur tropicale, c'est quelque chose d'extrêmement délicat à rendre. J'avais d'ailleurs à l'époque posé la question, Philippe Descola, en disant, mais si vous deviez rendre quelque chose de chez les Hachoirs, qu'est-ce que ce serait? Il m'avait dit, ce serait le bruit de la pluie sur le fleuve. Et je ne suis pas sûre qu'on le trouve dans ces textes. Donc j'ai commencé à m'interroger là-dessus et à découvrir, là encore, un clivage entre le monde anglo-saxon et le monde latin. En effet, chez les anglo-saxons, ça ne semble pas poser problème, ce rapport à la sensorialité du terrain. Ça passe dans le reste du texte scientifique. Mais par contre, chez les francophones, il y a 2 livres. Et donc, c'est très intéressant de faire la série des travaux des ethnologues et de se rendre compte qu'ils font un livre qui est la thèse théorique, imparable, scientifique, propre sur lui. Et puis, à côté, il y a le 2e livre. Et ça m'intéressait très fort. 2e livre qui fait les choux gras de la collection Terre humaine, évidemment, où on a a priori un texte plus abordable par tout le monde, mais qui est aussi un texte plus sensible, plus dans l'attachement que ne peut l'être le texte scientifique. Quelqu'un, même comme Favre Sada, a fait aussi son 2e livre. À côté de la mort, les mots, la mort, l'essor, il y a corps pour corps. Et à mon sens, corps pour corps est considérablement plus fort que les mots, la mort, l'essor. Les mots, la mort, l'essor, ça explique bien, on comprend bien, c'est bien théorisé, mais corps pour corps, on y est, quoi.
Et donc, ça me paraissait très intéressant d'aborder cette question et de voir comment les ethnologues géraient leur rapport au terrain. Chez les anglo-saxons, apparemment sans problème. Je ne vois pas d'aspect littéraire vraiment enfin, séparé. Tandis que chez les francophones, on split le tout. D'un côté la théorie, de l'autre côté l'expérience humaine, l'expérience vécue. Et dès lors, je me suis aussi posé la question de savoir comment ça se passait pour les autochtones. Et ce que c'était que ce monde de l'oralité qui avait été largement décrit comme un monde vaincu aussi. C'est là qu'on retrouve aussi l'influence de Latour et la nécessité de faire du symétrique, d'aller voir de part et d'autre comment ça se passe, d'arrêter de penser que quand c'est écrit, tout est fixé, tout est bien, tout est comme ça doit être, on garde la mémoire des choses, on la perd en réalité. Généralement, les groupes qui sont restés dans l'oralité ont une mémoire bien plus puissante que la nôtre. Nous déléguons, nous transférons sur un peu tous les supports, et du coup, on ne se souvient plus. Alors qu'eux se souviennent avec une grande précision d'événements qui se déroulent sur un temps parfois fort long. Et donc là aussi, je me suis dit, mais c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'on perd cette mémoire? Qu'est-ce qui se passe là? Si intéressant que ça, l'écriture. Et puis, je me suis aussi posé la question des versions. Parce que on se rend compte très nettement que tous les Européens qui sont en fait dans la religion du livre, qu'ils soient devenus des athées ou qu'ils ne le soient pas, c'est le même moule. On cherche la bonne version. Donc, quand on va récolter des mythes pendant très longtemps, les ethnologues sont très troublés quand il y a des variantes. Ça, c'est peut-être trop moderne, ça, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Et pourtant, on a dès le départ quelqu'un comme Boas qui dit il faut toutes les versions. Toutes les versions sont la bonne version. Et ce qu'il faut, c'est jouer précisément sur les variantes et se détacher de cette idée qu'il y a un bon texte. Et là, c'est l'influence aussi de la philologie sur l'ethnologie. On cherche le bon texte. Et là, encore une fois, je me suis dit, non, ça va pas. Et avec la culture australienne, j'ai bénéficié de la sortie d'un livre très intéressant qui concernait les biographies, les autobiographies. On hésite à dire auto parce que généralement ils n'écrivent pas eux-mêmes. C'est un enfant ou un neveu ou quelqu'un qui a été scolarisé précisément et qui a appris l'écriture qui va transférer le récit d'un ancien. Et là aussi la question se pose, avec quels mots est-ce qu'on transfère le récit d'un ancien? Eux-mêmes conçoivent que l'idéal serait de les enregistrer, mais c'est pas possible, à la fois parce qu'on ne maîtrise plus ou pas leur langue. Et donc, il s'agit de mêler les choses, de donner un produit métissé avec suffisamment d'expressions locales adaptées pour être dans la façon dont le monde est conçu par eux, et suffisamment d'expressions européanisées pour qu'on puisse lire. Sinon, ça échappe complètement. Et donc là aussi, il y avait des protestations de la part des anciens qui disaient « mais ça ne va pas du tout », mais qui voulaient témoigner. Donc c'était vraiment un secteur intéressant. Excuse-moi. Et donc j'ai essayé de mêler tout ça, de lier dans une réflexion, ce qui était à la fois une réflexion sur l'oralité et sur l'écriture, sur la perte de l'expérience du réel dans le passage à l'écriture et sur l'écriture ethnographique. Et c'est un article dont je dois dire que je suis encore aujourd'hui assez contente. Je suis satisfaite de l'avoir mené jusque-là. Je ne dis pas du tout que c'est bouclé. Mais au départ, je pensais même ne pas pouvoir nouer ces différents fils qui pourraient être traités de manière tout à fait séparée. La question oralité-écriture, on se reporte évidemment à Goudy, on pense à Goudy, l'écriture de l'ethnologue, on pense à Geertz et aux postmodernistes. Le deuxième livre, à l'époque, ça n'avait pas encore été tellement traité. Voilà.
Alors, bien sûr, dans la filée, avec le développement du groupe Culture Sensible, je me suis posé la question de la manière dont on pouvait développer les transmodalités. Comment peut-on envisager de faire passer une perception dans l'autre et de les inter-influencer? Donc là, il fallait retourner plutôt du côté des psychologues, et notamment des psychologues du développement, parce que chez l'enfant, on s'y retrouve aussi. L'enfant ressort, il y a des choses là qui se passent et qui sont assez inattendues finalement, qui sont pas prévues dans la façon de se développer. Il ne développe pas le langage tout de suite, certains s'en passent même assez longtemps. Je pense notamment à des expériences qui ont été faites en face de jumeaux qui développent parfois des langages propres, totalement incompréhensibles à leurs parents, et qui n'éprouvent pas spécialement le besoin de parler, qui agissent. Il y a des petits-enfants qui agissent avant de parler. Ils se déplacent à quatre pattes, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, mais ils ne demandent pas, ils ne parlent pas. Donc là aussi, c'était très intéressant de voir les relations entre le toucher, le voir, le sentir, et l'écriture et la parole. Même Eco dit d'ailleurs à un moment que connaître, c'est toucher avec les doigts, dans le nom de la rose. Donc là aussi, c'est la nécessité d'avoir un contact direct avec les matériaux. Je pense que c'est pas faux. Et que notre habitude de travailler à distance, d'avoir un regard éloigné, ça me pose question. J'ai pas trop envie d'avoir un regard éloigné, même si je sais que c'est le critère de scientificité. Moi, je préfère l'anthropologie impliquée, pas appliquée, l'anthropologie impliquée à l'anthropologie savante, à distance. Il me semble qu'on ne peut pas faire de la participation sans s'engager vis-à-vis des gens avec lesquels on en fait. Ça ne me paraît plus pensable aujourd'hui. Mais surtout pas appliquer, leur faire faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ça, c'est vraiment, ça me paraît un colonialisme même pas déguisé, un colonialisme de la pensée. Et parfois, je me demande, avec Charlotte Breda, jusqu'à quel point la science n'est pas le dernier mode de colonisation qui s'étend. Parce que c'est une manière d'intellection qui est calibrée et qui est imposée partout au nom de ses réussites techniques, alors qu'il y a des modes de connaissance différents qui peuvent être tout à fait performants et efficaces, même s'ils appartiennent à d'autres manières de voir le monde. Même dans le cas européen, par exemple, je donne souvent comme exemple à mes étudiants, dans l'analogisme européen, on soignait les maux de tête avec du saule pleureur. Désolé. Avec de la racine de saule pleureur. Parce que, disait-on, cet arbre indiquait clairement qu'il était utile pour les maux de tête. Il était échevelé comme quelqu'un qui se frotte la tête quand il a mal. Ça fait rire les étudiants. Et puis je leur dis, mais ça marchait. Stupéfaction complète. Je dis, ça marchait, oui. Dans la racine du saule, vous avez l'acide acétylsalicylique. C'est son principe. Donc, ils prenaient de l'aspirine. Alors là, quand même, ils sont ébranlés. Et alors, je leur dis, voilà, le naturalisme a analysé la racine de saule et vous désigne, il nomme le produit efficace. Mais en réalité, par un autre chemin, il fait la même chose. Et donc, les modes de cognition peuvent être extrêmement différents et être néanmoins performants. Pas ridicule. On sait aussi qu'on soignait, par exemple, les maladies goitreuses en posant sur le goitre des éponges de mer. Parce qu'on partait du principe que l'éponge de mer ressemblait dans sa texture à la glande qui provoquait le trouble. Mais en faisant ça, on déposait de l'iode sur la peau. Et donc, on avait le principe actif tel qu'on le définit aujourd'hui, et ça pouvait être efficace.